D'accord, j'ai compris. Alors, nous sommes à la septième séance sur 9. Après cette séance, il y en aura donc deux autres, logiquement. La huitième va approfondir ce que l'on dit ce soir, ce que je dis ce soir. Et la neuvième, ça sera un peu le final qui reprendra précisément certains éléments. Alors, ça s'intitule, les trois s'intitulent Jouissance versus désir. On pourrait dire désir versus jouissance, mais c'est plutôt dans ce sens-là, puisque la jouissance, c'est quelque chose qui, chez Lacan, a complètement tout envahi dans la dernière période, ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on dit ça comme ça, ce qui est stupide à mon avis, on dit le dernier Lacan. Non, la méthode, c'est pas ça. Lacan, comme Freud, on prend tout. Il n'y a pas de dernier, de premier Lacan. Mais cette insistance de cette expression, le dernier Lacan, commence un peu à être énervante. Voilà. Je ne vois pas ce qu'on cherche en disant le dernier Lacan. C'est comme si on allait oublier ce que Lacan a mis en place dans les années précédentes, 60 et début 70. Quand on dit le dernier Lacan, c'est celui de la topologie, la nodologie. Mais Lacan, c'est pas que de la nodologie, c'est 27 années de séminaire. Donc voilà, jouissance versus désir, premier volet ce soir, deuxième au mois de mai, troisième finale en juin. Il va s'agir pour nous, ici et maintenant, de rencontrer l'actuel de la perversion, telle qu'elle se présente au sein même de l'évolution de notre société. Une société qui semble dénier au sujet qu'il lui faille renoncer à la jouissance permanente, qu'il lui faille affronter à chaque instant la question d'un choix et qu'ils doivent assumer les conséquences de ses actes. Une société qui laisse gaiement se promouvoir un monde caractérisé pêle-mêle par la violence à l'école, au travail, comme dans toute la cité. De nouvelles façons d'y faire avec la mort, euthanasie, incinération, rites affaiblis ou détournés. La demande de remodelage du corps et de transsexualité chirurgicale. Les aléas des droits de l'enfant et la fascination pour la pédoperversion. Les diktats de l'économique, de plus en plus contraignants. Les addictions de tous ordres, y compris sexuelles. L'émergence de symptômes inédits, anorexie masculine, enfants hyperactifs, grossesse ménopausique, etc. La tyrannie obligatoire du consensus. Le retour de la croyance indéfectible aux solutions autoritaires, la guerre. La transparence évaluée et accréditée à tout prix. Le poids du spectacle télévisuel. L'inflation régalienne de l'image médiatique comme lieu de la vérité. L'adresse quémandeuse, permanente au droit et à la justice, abordée comme bonne à tout faire de la vie en société judiciarisée. Les revendications à tout crin des victimes en tout genre. L'aliénation jouisseuse qui se vautre dans le virtuel, jeux vidéo, Internet, etc. L'exigence persécutive du risque zéro. Voilà. Que peut dire la psychanalyse sur un tel sujet? Ici et maintenant. Apparemment plus de l'ordre du collectif que de celui de l'individuel. Est-elle ici invalidée? Ne peut-elle pas s'autoriser à dire? Doit-elle laisser la place à la sociologie? Non pas. Et
Pour ce faire, nous suivrons ici comme méthode ce que Freud énonce dès les premières lignes de son texte de 1921, Psychologie des foules et analyse du moi. On peut le trouver dans les essais de psychanalyse chez Payot 80, page 123, ou dans les œuvres complètes, bien sûr, hein. Psychologie des foules et analyse du moi, 1921. Voilà ce que dit Freud dans les premières lignes de son texte. L'opposition entre la psychologie individuelle et la psychologie sociale, ou psychologie des foules, dit Freud, qui peut bien à première vue nous paraître très importante, perd beaucoup de son acuité si on l'examine à fond. Certes, la psychologie individuelle a pour objet l'homme isolé et elle cherche à savoir par quelle voie celui-ci tente d'obtenir la satisfaction de ses motions pulsionnelles, mais ce faisant, elle n'est que rarement, dans certaines conditions exceptionnelles, en mesure de faire abstraction des relations de cet individu avec les autres. Dans la vie psychique de l'individu pris isolément, l'autre intervient très régulièrement en tant que modèle, soutien et adversaire, et de ce fait, la psychologie individuelle est aussi d'emblée et simultanément une psychologie sociale, en ce sens élargie mais parfaitement justifiée. Voilà ce que disait Freud. Comme je l'ai annoncé depuis le début de cette année, ce séminaire vise à aborder la question cruciale suivante. Assiste-t-on, sous nos yeux, à une mutation inédite de la société, qui reposait jusque-là sur le modèle freudien du refoulement du désir, du conflit psychique et de la répression des pulsions, pour déboucher sur un autre modèle de l'économie psychique proposé, imposé au sujet, celui du démenti de la castration, de l'absence de culpabilité et de la libération, satisfaction totale et sans relâche de toutes les pulsions. Autrement dit, assiste-t-on au passage d'un ancien modèle culturel centré sur la névrose à un nouveau modèle de civilisation centré sur la perversion. Dit encore autrement, et d'une manière plus frappante, devenons-nous, sous nos propres yeux, des mutants? Ou encore, in fine, la jouissance fait-elle la peau au désir? La peau qu'on peut écrire aussi L'A2PEAU. Vous savez, ces petits sifflets qui font fonction de canard pour chasser le canard, ou ces petits canards en plastique qui sont là pour attirer les vrais canards, pour qu'on les descende et qu'on les canarde. La jouissance fait-elle la peau ou la peau au désir? Il y avait jusque-là des impossibles, de l'impossible. Les savoirs du XIXe et XXe siècle furent des savoirs inventeurs de la limite, des savoirs du repérage de l'impossible. Un mathématicien comme Hilbert, un logicien comme Gödel, par exemple, furent des penseurs de l'impossible du chiffrage du monde humain moderne. Le philosophe Karl Marx, pour la pensée et l'économie politique, le psychanalyste Sigmund Freud, pour la pensée de l'approche du psychisme, furent également des penseurs de la limite et du repérage de l'impossible du monde humain. Aujourd'hui, ces savoirs engrangés, digérés, diffusés, n'impressionnent plus personne. On ne s'extasie plus sur le théorème de Gödel. On ne pâlit plus de l'existence de l'inconscient. On justifie l'exploitation de l'homme par les nécessités économiques du marché et de la concurrence. La pensée et les intellectuels sont raillés. Les non-dupes, comme les appelait Lacan, les non-dupes règnent en maître
au moyen d'un cynisme sans retenue, revendiquant même le dit cynisme comme mode de rapport à l'autre, n'ayant que faire qu'on leur rappelle que la racine cynisme veut dire chien, que ça vient de là. Ils s'en moquent, plus ils ne vous croient pas. Les non-dupes dont Lacan nous disait qu'ils ne pouvaient qu'errer, les non-dupes errent, les non-dupes pouvaient errer, les non-dupes aujourd'hui ont vidé le ciel de Dieu, et c'est bien pour cela que si férocement, il a tendance à faire retour sous une forme multiple, Dieu. Ils ont vidé aussi le ciel des idéologies, des promesses que les hommes s'étaient toujours faites, jusque-là, des références au savoir constitué, des prescriptions transmises dans l'enchaînement des générations en génération sur la mort, sur le sexe, sur le rapport à l'autre. Le non-dupe vous dirait que tout cela n'est que foutaise, que chaque individu n'a qu'à se déterminer par lui-même avec les autres. Ici-bas, c'est semblable. Exit le savoir, exit l'histoire. Moi, j'arrive, rien ne s'est passé avant. Singulièrement ou collectivement, tout se décide dans l'hic et nunc, dans l'ici et maintenant. Je ne veux rien savoir de tout ce qu'il y a eu d'avant mon petit moi. Ici et maintenant, je m'auto-détermine sans référence ou point d'appui extérieur à mon moi, formé, aliéné sur le modèle de mes quelques autres les plus prochains. Moi, c'est tout. Point barre. Renoncez un petit peu, essayez voir. L'obsolète mot de bonheur au non-dupe, au cynique d'aujourd'hui. Il vous rira au nez. Il vous rappellera, il vous rappellera vos déjà classiques de votre génération, la mienne, dont il n'a lu aucune ligne, mais dont il a parlé et dont il a retenu l'unique slogan dû à un guide de bord en 1967 et au mouvement situationniste Jouissez sans entrave. Voilà le slogan. Ces classiques, on les a lus, je les ai lus, on les a connus, ils firent partie de notre formation. Michel Foucault, Louis Althusser, Roland Barthes, Gilles Deleuze, etc. Tous prononcèrent, tous se promouvèrent, proclamèrent un seul droit, un nouveau droit, en quelque sorte imprescriptible, fondamental de l'humaine condition, non plus le droit au bonheur, qui nous collait encore aux semelles depuis la naissance des religions, mais le droit à la jouissance. Ce droit donc à la jouissance, aujourd'hui en passe d'être reçu comme un devoir de jouir. Un devoir de jouir. Tu dois jouir. La science comme nouvelle religion, relier, faire du lien, la science comme nouvelle religion fut la première à leur emboîter le pas pour y satisfaire. La biologie la plus sollicitée fut aussi celle qui eut le plus de sollicitude. Vous voulez un enfant alors que ça semble naturellement impossible? La biologie, par sa branche biomédicalisée, se substituant à Dieu qui n'existe plus, va littéralement vous faire un enfant grâce à ces prêtres séculiers que sont ces bons docteurs, afin que vous puissiez enfin jouir un peu mieux de cette vie qui est la vôtre. Et parce que je le vaux bien, je le veux bien. Publicité de L'Oréal. Voilà comment la science s'est mise au service de cette jouissance. Un problème humain, c'est aujourd'hui, écoutez bien comme on dit les gens comme dit Mélenchon, là, écoutez bien les gens parler. Un problème humain, c'est aujourd'hui un problème, ça se gère. Un problème humain, aujourd'hui donc, ça se gère. Il s'agit d'une gestion.
La difficulté, l'impossibilité d'avoir un enfant, ça se gère par la PMA, la procréation médicalement assistée. On dit plutôt aujourd'hui AMP, assistance médicale à la procréation. Une pratique comme une autre de gestion, précisément. Avec l'assistance technique de votre sexologue, vous gérez votre problème de sexe. Avec l'assistance de votre concessionnaire automobile, vous gérez votre problème d'embrayage, par exemple. Aucun rapport de l'un à l'autre, hein. Avec votre psychothérapeute, vous gérez votre problème existentiel. Si cela ne va pas, c'est-à-dire si vous n'êtes pas satisfait, vous changez de sexologue, de concessionnaire automobile, de psychothérapeute. Illico presto, sans les prévenir de préférence, ils sont là pour cela. Ce sont des grands professionnels qui ont une éthique du service à rendre aux consommateurs, clients, usagers, etc. Vous l'aurez sans doute remarqué, plus besoin dans tout cela de ce que la psychanalyse a nommé comme étant le transfert. Le transfert est quelque chose qui, dans ce monde en train de se mettre en place, quelque chose que, non pas encore individuellement, mais collectivement, on est en passe d'éliminer, ou tout du moins de vouloir essayer de l'éliminer. C'est-à-dire, comme disent les malfrats, de liquider. C'est en effet une tentative d'assassinat, ni plus ni moins. Pêle-mêle, citons des tentatives d'assassinat collectif du transfert. Dans notre domaine, l'évaluation, contrôle, accréditation des psychothérapies, pour ne privilégier et promouvoir que le cognitivo-comportementalisme qui ne considère l'être humain que comme un rat ou comme un chien de Pavlov. Retour ici du cynisme. Autre exemple, celui des échelles de dépression en psychiatrie, où, pour faire image, l'on ne s'interroge pas sur l'échelle, ni sur celui qui la soutient, pas plus sur le mur sur lequel elle s'appuie, mais où l'on ne prend en considération que les barreaux de l'échelle, qui ne renvoient chacun qu'au chemin fléché qui mène à la prescription d'une molécule de psychotrope, lequel psychotrope est un régulateur de l'humeur, c'est-à-dire un empêcheur de symptômes. Il empêche de pleurer, de parler, de rêver. C'est un cliveur de vie. Et la phrase d'Hamlet, Shakespeare, la phrase d'Hamlet, dormir, dormir, rêver peut-être, n'a alors plus cours. Le clivage introduit par le psychotrope fait tourner le disque indéfiniment sur le sillon dormir, dormir, dormir. Mais surtout ne plus rêver. Merci, docteur. Le transfert, c'est quelque chose qui se porte aussi bien sur des personnes que sur des morceaux ou des blocs de savoir. Dans les deux cas, le sujet suppose, en une place autre que la sienne, un gisement de savoir qui l'excède, qui le dépasse, mais chose cruciale, qu'il peut s'autoriser à interroger, car il sait que cela le concerne. En tout cas, un savoir supposé auquel il peut s'adresser, parce que porté, supporté, soutenu par un autre sujet, grand A, c'est-à-dire un savoir supposé qui passe par un autre sujet, grand A. Un autre sujet supposé lui aussi. Que des suppositions dans tout cela, pas de certitude, d'où des questions, un questionnement. Alors que le monde dont nous parlons et qui peut-être est en train de naître sous nos yeux médusés, c'est celui des réponses ready-made, évaluées, contrôlées, consensuelles, accréditées, standardisées. Un monde 1, grand U,
Le monde dont nous parlons devient alors un monde de la certitude partagée quant à la réponse gestionnaire à apporter. Une question, une réponse. Un problème, une solution. C'est un monde de l'évidence, de la preuve qui se construit consensuellement. L'EBM, en français EBM, en médecine d'aujourd'hui, par exemple, ou Evidence-Based Medicine, est une médecine sans état d'âme qui ne veut plus rien savoir que ce qui concrètement réussit, c'est-à-dire ce qui prévaut et se démontre statistiquement. Il faut savoir que ce modèle est promis et élargi désormais pour tout ce qui s'occupe de l'homme. L'approche et le traitement du psychisme y compris. Plus besoin de s'interroger ou d'interroger le patient. Seule la réponse pratique consensuelle compte. Exit le dialogue. Exit l'étiologie. Exit donc la parole du patient. Exit alors tout questionnement. Exit donc par là même le transfert. L'œil du médecin reste rivé tout au long de l'entretien sur l'écran de l'ordinateur, où l'imagerie règne. Car c'est bien sûr la machine, l'ordinateur, qui ordonne. Il ordonne au médecin quelle pratique il doit ordonner, imposer aux malades usagers de l'EBM. La même que son confrère imposerait, puisant lui aussi aux mêmes sources validées par les conférences de consensus de la littérature scientifique internationale du domaine de la pathologie concernée. Le bon médecin ne regarde même plus son patient, pourquoi le ferait-il? Il ne l'écoutait déjà plus, car il savait que d'emblée, la parole de celui-ci se trouve invalidée au regard du lourd savoir médical qui lui arrive à jet continu par l'ordinateur. De plus, cette parole lui serait chronophage. Alors, c'est-à-dire qu'ici, ce soir, je commence à parler avec vous d'un monde où plus rien ne tient. Pourquoi? Comment cela tenait-il jusqu'à présent? Cela tenait sur précisément cette notion centrale réétudiée par la psychanalyse, redécouverte en somme, qui s'appelle le transfert. Le transfert, c'est ce qui faisait tenir jusqu'à présent l'autorité, la référence et le savoir. Aujourd'hui, vous le remarquerez, ces trois termes, champ, domaine, sont invalidés. L'autorité n'est plus seulement combattue ou critiquée, elle est insultée, bafouée. La référence n'est plus seulement contestée, elle est rejetée ou ignorée. Le savoir n'est plus seulement opposé à un autre savoir, il est ridiculisé, méprisé. Cela est dû, même si cela peut vous étonner, cela est dû au transfert, ou plutôt à l'assassinat perpétué contre lui. Le transfert, tel que la psychanalyse en parle depuis Freud, c'est un lien affectif particulier repéré par l'inventeur de la psychanalyse. Pas de notion de transfert en analyse sans référence au concept d'inconscient, si l'on s'en tient à la première topique freudienne, 1896-1920, ou au concept du ça, lieu d'émotions pulsionnelles refoulées, si l'on se réfère à la deuxième topique freudienne, 1923-1939. Le ça en allemand, c'est le S, ES. Ceci permettra à Jacques Lacan de reprendre la question du sujet qu'il notera S, justement, la lettre S, et qu'il introduit pour le différencier du moi, qui est indifférencié chez Freud. Le Ich freudien
référant tour à tour aussi bien au moi qu'à la notion de sujet y incluse qu'en dégagera Lacan. Le sujet de Lacan devient alors le sujet de l'inconscient, c'est-à-dire aussi bien le sujet du désir, tel qu'il introduit et en parle à partir de la sienne distinction du besoin, de la demande et précisément aussi du désir. Si le transfert est une notion que l'on peut assassiner à sa guise, collectivement, c'est-à-dire en cœur, alors tout devient possible. Si Dieu est mort, alors tout est possible, disait déjà Dostoïevski. Dieu est aussi un nom de l'inconscient. Si l'inconscient est assassiné et si l'inconscient est mort, alors tout devient possible et notre monde est sans limite. Ou plutôt, les limites deviennent franchissables. Assistante médicale à la procréation, clonage animal et bientôt humain, rien ne doit résister au progrès. Tout doit être transparent. Toute la lumière doit être faite sur le génome, sur le sexe, sur le réel de l'homme. Transparence et lumière, concrétude, preuve, objectivation. L'obscur inconscient du psychisme humain n'a qu'à aller se rhabiller et se présenter en couleur pour caméra à Positon. Quel est donc cet objet, l'inconscient, qui ne condescend pas, ou pas encore, à la jouissance scopique de la science? Quel est cet objet qui référait jusqu'à là à la figure de Dionysos, c'est-à-dire à la portée effectivement festive de l'inconscient, se réalisant dans le champ du sexe, lieu et source des réjouissances, ou agape, lieu de l'enivrement, de la danse, des rencontres, de tous les coups de folie et donc du désir. Le sexe, c'est aujourd'hui celui qu'on présente aux sexologues, telle une machine grippée ou cassée, et auquel on demande réparation pour qu'il fonctionne. Le sexe, c'est celui que l'actrice, l'acteur mettent en branle, c'est le cas de le dire, mettent en branle sous la caméra du film dit justement porno, laissant tomber depuis bien longtemps le graphie, puisque de graphein, le verbe grec ancien qui veut dire écrire, il n'y a ici plus rien qui le justifie, depuis fort longtemps également. Rien n'y est écrit, plus d'écriture cinématographique, mais tout y est montré. Plus de représentation, plus de représentation qui évoque la question, toujours traditionnellement sacrée, du sexuel. Il faudrait l'écriture d'un scénario, des dialogues, de la parole. Une simple présentation dite authentique, anatomique de préférence, aujourd'hui, il suffit dans ces films-là. Notre culture change. Et l'on efface ainsi allègrement ce lieu de recel bimillénaire propre à abriter le sacré, le sexe. Le sexe, un simple besoin, comme la faim et la soif, direct sur l'objet. Tiens, t'achètes? Combien? Salut, ça jouit un max. Si ça jouit pas, tu te casses, tu vas ailleurs. Le sexe est nu. Il n'est plus hébergé par le sacré qui posait une limite et une distance propre, aujourd'hui en voie d'effacement. Cependant, la psychanalyse, c'est la découverte ou redécouverte que le sujet n'entretient pas un rapport au monde comme à lui-même selon ce modèle. Ce rapport n'est pas organisé selon ce que l'on veut nous faire croire aujourd'hui. Il n'est pas organisé selon un lien direct et simple à l'objet. Quel objet? L'objet dont parle la psychanalyse. L'objet en tant que radicalement perdu dès le départ
et qui constitue le monde humain, pour autant que cet objet perdu, jamais il ne le retrouvera, sinon sporadiquement, imaginairement, sous la forme d'un éphémère substitut, c'est-à-dire du symbolique dans le réel. L'objet est perdu, d'où l'incessante quête humaine pour le retrouver, ou s'en donner l'illusion. Illusion nécessaire, mais illusion insuffisante, illusion désespérée, désespérante. Lacan, cet objet, il l'appelle l'objet petit a, la cause du désir. Pourquoi? Parce que par son caractère fuyant, celui-ci entretient chez l'homme la quête de son désir, porté dans et par la requête de sa demande. Si le rapport à l'objet que l'on prend soin aujourd'hui de nous présenter est un rapport à l'objet non fuyant du besoin, donc une pure quête de satisfaction et de jouissance de cet authentique objet disponible sur tous les rayonnages de la société mercantile, alors ce monde de la marchandisation de l'objet vise, ni plus ni moins que la mort du désir humain. Car en faisant virer l'objet du désir à l'objet supposé du supposé besoin, promouvant un monde humain décalqué du monde animal assujetti aux instincts, les non-dupes de l'inconscient n'obtiennent pas que la mort du désir. Celle-ci emporte avec elle, en prime, la disparition du sujet qui était jusque-là animé par cette quête de l'objet du désir. La disparition de quel sujet? Eh bien, du sujet qui nous intéresse tous ici, du sujet de l'inconscient, celui qui se représente dans les rêves, s'exprime dans les lapsus et autres actes manqués. Le rapport au monde et à lui-même du sujet humain, c'est la découverte de la psychanalyse, de Freud jusqu'à Lacan, est un rapport au manque de l'objet. Tel est son statut. Il n'en existe pas d'autre. Autrement dit, c'est le manque de l'objet dès le départ, dès la naissance, qui est organisateur du monde humain. C'est le manque qui met en place l'homme en tant qu'humain. Cet objet, au départ, n'est bien sûr pas n'importe quel objet. C'est un objet d'élection essentiel, un objet chéri par excellence. C'est la mère, premier grand autre en Lacanie, celle qui tient donc une place particulière dans la configuration oedipienne. Mais répétons-le, il faut pour que ce sujet devienne humain qu'il en passe par une dysfonction, une disjonction, qui est celle qui est cette perte de l'objet, grand O, l'objet, la mère, l'autre grand O, grand A, non barré, qui passe par cette disjonction, par cette perte de l'objet. Cette perte réalisée, c'est ce qui va lui permettre, au dit sujet, d'accéder à un monde de représentation pour lui un peu tenable. Et tenable pourquoi? Pourquoi en deux mots? Pour que son désir puisse se mettre en route, en chemin, qu'il puisse, le dit désir, être à la fois alimenté, relancé constamment, mais aussi orienté selon ses identifications sexuelles en pleine construction, au fil des avatars et autres contingences de son histoire personnelle. À la différence de l'animal, l'humain règle le choix de l'objet, non pas ou non pas seulement sur l'identification des traits caractéristiques du partenaire du sexe opposé, ou sur la reconnaissance d'odeurs spécifiques, mais sur le renoncement et la perte de l'objet aimé. Dès lors, la recherche de son objet engage l'être parlant qu'est l'homme, l'homme et la femme, hein, l'homme grand H, nécessairement à s'introduire dans le champ du semblant. Son objet, la vérité même attenante à celui-ci, à cet objet, ne peut être que de l'ordre du semblant.
Son objet ne sera toujours au mieux qu'une sorte de facsimilé de l'objet perdu, un semblant. Je sais que c'est lui, je sais que c'est elle, mais ce n'est pas vrai. C'est vraiment lui, c'est vraiment elle, mais je sais en fait que non. Division cruelle de l'homme entre vérité et savoir, montrera Lacan. Ainsi s'accomplit chez l'homme le sexuel, pas chez l'animal. Eh bien, nos non-dupes de tout cela, ils n'en veulent plus rien savoir. Ce qu'ils nous proposent, c'est cynique, c'est un monde de chiens, un monde de rats. Il suffit pour cela de franchir la limite, non pas individuellement, mais collectivement. Plus rien ne s'y oppose, puisque cette limite a déjà été effacée, pulvérisée. Voyez ce que l'on a fait du père, dévalorisé en sa figure, châtré, malmené, ridiculisé en interdicteur, alors que, comme Lacan l'a montré avec la formule de la métaphore paternelle et des noms du père, le père est au contraire celui qui promeut pour l'enfant le désir, celui qui donne même l'exemple du franchissement autorisé de la limite pour accomplir son propre désir sexuel. Le père est un représentant du comment on franchit pour soi la limite, comment on transgresse subjectivement quand on se soutient de son désir. Il représente la loi, celle du désir. Il en est un représentant, un support. Il ne fait pas la loi, hein, il est un support. Le non-dupe, le cynique, ne représente rien. Il présente au regard, montre, dévoile, exhibe même d'une façon très transparente, obscène, au cinéma, au théâtre, à l'école, au travail, le nouveau et seul modèle, celui de l'impératif de la jouissance pour tous, débarrassé de la question du désir d'un seul ou d'une seule. Il devient ainsi le collectivisable surmoi d'aujourd'hui. Le surmoi qui est donc ce qui prend la suite complexe d'Oedipe, qui prend la suite de la loi du père, hein, qui est intériorisée. C'est donc les parents, la famille, le surmoi. Le surmoi que certains choisissent comme viatique, comme boussole, alors que l'analyse les mène tout à fait à autre chose, à choisir la question du désir. Il devient ainsi le collectivisable surmoi d'aujourd'hui qui dit à chacun comme à tous, jouissez, jouissez, et ne vous préoccupez plus du reste. Ce reste qui, cependant, comme on le sait, est l'un des noms que Lacan donnerait à l'objet petit a. Dans toute cette mise en place d'un monde nouveau, d'un monde qui se veut l'assassin du transfert, parce que le transfert témoigne de l'humanité de l'homme, irréductible à un chiffrage, ni manipulable comme un animal, chien ou rat. Il s'agit pour les non-dupes d'obliger l'homme à déshabiter le langage. Il s'agit d'essayer de le débarquer de la parole, cette emmerdeuse de jouer en rond. En un mot, il s'agit d'obliger l'humain à quitter la métaphore. L'image n'est plus une représentation, mais une présentation. La langue devient, par Internet interposé, une langue. Une langue néoformée qui tue la langue. C'est un langage anglicisé en voie de mondialisation qui se code et se particularise. Cette langue est impérialiste. Elle se veut langue exacte et prétend se référer à un objet précis. Une langue où à un mot correspond une chose. Un objet autour duquel on se regroupe et que l'on célèbre. Peu importe l'objet, il fait reconnaissance de jouissances partagées. Il fait communauté. Le timbre-poste,
la moto, les voyages, le tricot, la sodomie, etc. Le langage est direct, cru, efficace. C'est celui dont rêve le moi et le surmoi, sans perte. Langage sans perte, sans torsion, sans faux pas, sans lapsus. Un langage chiffré, algébrisé, exit l'inconscient. C'est emmerdeur. Cependant, à contrario, dans sa note aux Italiens de 1974, c'est très tardif dans l'œuvre de Lacan, c'est-à-dire vous trouverez la note aux Italiens dans les autres écrits au Seuil de 2001, page 311. Dans sa note aux Italiens de 1974, Lacan parlait, lui, à propos de l'inconscient, de l'humus humain. L'humus humain. L'humus, c'est cette terre dont on fait pousser les plantes. L'humus humain. Voici le très court passage. Il avance que, je cite, le savoir, par Freud désigné de l'inconscient, c'est ce qu'invente l'humus humain pour sa pérennité d'une génération à l'autre. Ainsi, dans ce nouveau monde, plus besoin de transfert, c'est-à-dire de la mise en acte de l'inconscient, car le sujet a perdu sa dimension spécifique. Il n'est plus reconnu comme divisé entre savoir et vérité. Le sujet est entier, un bloc compact. C'est un sujet brut qui ne se constitue plus dans un lieu autre, grand A. En un mot, le sujet en ce monde n'existe plus. Et donc, il n'y a plus d'inconscient. Il y a par contre des catégories, des corporations, des communautés. Le sujet répond aux questions, aux prises de position ou de décision conformément à la catégorie, la corporation ou la communauté auquel, la langue le dit fort bien, auquel il appartient. Il appartient, entre guillemets. Il appartient. Il n'est plus à lui, hein, il appartient. Même si d'aventure elles sont dans des positions contradictoires. Il aura alors, sans y voir là de contradiction, mais dans un grand effort de contorsion, autant de positions que d'entités auxquelles il appartient. Si celle-ci change d'opinion, flexible comme il est, ce nouveau sujet, il changera avec elle. Le sujet n'a plus la charge de se définir par lui-même face au monde. Le monde l'en décharge au profit de son moi regonflé, à qui il est seulement demandé de choisir ses identifications parmi celles qui lui sont proposées et qui changent sans cesse après usage pour, soi-disant, lui en présenter de nouvelles, c'est-à-dire des anciennes qu'il n'a pas encore connues ou reconnues. Car il faut que cela incessamment bouge tout le temps, que tout soit performant dans la participation obligatoire au jeu social et surtout économique, pour que l'illusion qui caractérise ce monde ne retombe pas et que le moi ne se dégonfle et chute librement. On appelle ça dans ce cas-là communément la dépression. Ce monde en construction n'autorise plus que le sujet ait sa propre référence, sa référence à un idéal, une référence fixe, stable, qui se serait construite, un nom propre, ancestral par exemple. Non, la référence proposée par ce monde des non-dupes se caractérise par l'exclusive référence à l'objet et à ses insignes. Mais une différence notoire ici se fait jour. Un idéal, vous pouvez toujours y aller pour l'atteindre. L'objet ici dans ce monde des non-dupes, vous êtes sommé de ne cesser de le satisfaire pour le convaincre. Il est réel. Pardon. Il est réel.
Si votre objet du moment, c'est votre futur employeur, vous devrez rédiger et présenter votre CV, votre curriculum vitae, non pas en fonction de votre idéal, mais d'une manière telle qu'il soit en relation toujours plus prégnante avec le fait que vous devez le séduire, lui plaire, surtout ne pas le fatiguer, le satisfaire, le faire jouir même de lui ressembler à ce point, et non plus par rapport à la représentation que vous vous faites de votre compétence, de vos qualités, de votre idéal professionnel, en un mot, de votre désir de travailler avec ou sans lui. Ce monde à ciel ouvert que nous promettent nos non-dupes est un monde qui cyniquement valorise et promeut la jouissance sans le désir, c'est-à-dire sans la possibilité de la castration, qu'ils cherchent à évacuer. Pour ce faire, ils doivent s'attaquer durement au désir, tel qu'il se parle dans la psychanalyse depuis toujours, et plus particulièrement depuis Lacan, et qu'ils haïssent copieusement, la psychanalyse. Pour la combattre, pour la combattre, ils utilisent curieusement la science sous sa forme idéologique la plus simpliste, celle du scientisme. Ils condamnent alors, au moyen de facilités sans bornes, la psychanalyse pour la remplacer par les sciences cognées, comme je m'exprime depuis mon passage de 20 années au CNRS, où je les ai vus arriver par vagues successives dans le style propre à Attila et qu'ils nomment cognitivo-comportementaliste, pour bien montrer sans aucun doute comment le dernier avatar du positivisme conscient, c'est-à-dire de cet auteur, Auguste Comte, qui au XIXe siècle fut le père du positivisme, qui continue toujours aujourd'hui sous cette forme du cognitivo-comportementalisme. Pour bien montrer sans aucun doute comment le dernier avatar du positivisme conscient, Auguste Comte, peut rencontrer et s'allier aujourd'hui à la psychologie expérimentale des rats de laboratoire et des chiens de Pavlov, ou psychologie dite ex-soviétique. Mais s'ils s'attaquent au désir, s'ils détruisent la possibilité du sujet tel que la psychanalyse en débat depuis son invention, du sujet de l'inconscient, comme l'appelle Lacan, s'ils s'attaquent au désir, ils s'en prennent au sujet. Last but not least, il leur faut alors détruire la notion même d'inconscient. Et c'est eux, les non-dupes, qui rabâchent que l'inconscient ne se voit pas sous le microscope même électronique, ni à l'IRM, ni sous la caméra à positon, que les psychanalystes sont des charlatans et que le transfert, nous y revoilà, que le transfert n'a plus lieu d'être parce que le complexe d'Oedipe est une élucubration mensongère de Freud et que la psychanalyse a beaucoup vieilli, qu'il refuse d'être scientifiquement évaluée, qu'elle est chère, longue, n'est pas remboursée par la sécurité sociale, n'est même pas exercée toujours par des médecins, etc., etc. Bref, on les embête. Pour nous, non-dupes de l'inconscient et dans leur cynisme inébranlable, le signe renvoie à la chose. C'est le seul langage qu'ils comprennent, celui qui vise à nous inculquer la communication, une communication de type machinique, sans perce. Et ces communicants, c'est pour quel résultat? Le seul langage qu'ils veulent reconnaître imposé. Je dis machinique parce que c'est la machine. C'est une machine. La communication, c'est un émetteur et un récepteur. Entre les deux, il y a un message. Et il faut que le message, il n'ait aucune déperdition. Il faut que ce qui arrive au récepteur soit ce que l'émetteur. Mais ce n'est pas l'être humain. Ça, c'est la communication machinique, ce n'est pas la parole. Alors que pour la psychanalyse, c'est le signifiant au sein de la parole et non le signe qui importe par ses effets de signifiant. Dans un monde humain qui s'est séparé irréversiblement, pensait-on de l'animal, mais maintenant que l'on confond avec la machine.
Écoutez à quelle vitesse à la télévision, dans les chaînes en continu, les journalistes parlent. À quelle vitesse? Comme si on disait plus de choses à toute vitesse. Alors que les orateurs ont toujours fasciné par la lenteur et la scansion du discours. Les humains sont à ce titre des animaux parlants, certes, mais des animaux stricto sensu dénaturés par la parole, par le langage. Le signifiant ne renvoie qu'à un autre signifiant, générant ainsi ce que nous appelons avec Lacan le sujet. C'est cette course de furet du signifiant qui relance constamment le désir de la chose. Ben voilà la chose qui de ce fait manque. Les sujets que nous aimons, les sujets que nous aimons, les objets qui nous satisfont, sont les bouches-trous de ce trou qui a été ouvert en notre monde par le langage, faute de cette chose, grand C, d'Asdigne, hein, cette chose nommément le phallus, dont il nous échoit que le semblant. Il n'y a pas de phallus avec des semblants. Nos non-dupes nous entraînent dans un monde dont la structure serait ainsi celle que peut produire une théorie de la perversion généralisée, à laquelle, avec acharnement, il s'emploie. Nous dirons, pour finir ce soir, provisoirement, cette première des 3 dernières séances consacrées au titre annoncé, la jouissance versus désir, que si nous laissons faire nos cyniques non-dupes, il se pourrait bien qu'un jour nous nous réveillions dans un monde où le transfert, le sujet de l'inconscient, le désir et la castration aient disparu des horizons collectifs et surtout n'aient plus droit de citer. Mais comment les non-dupes ont pu se saisir apparemment si facilement de ce que j'appellerais une théorie de la perversion restreinte, celle qui court de Freud jusqu'à Lacan, pour la porter à ce point d'incandescence qui vise jusqu'à envahir toute la culture en la réformant, dans ce que je nommais ici une théorie de la perversion généralisée. C'est ce que je vous propose de voir dans les 2 dernières séances du séminaire de cette année, justifiant quelque peu alors et définitivement, je pense, son titre de La perversion n'est plus ce qu'elle était. Je vous remercie. Ça vous en bouche un coin, c'est ça? Comme on dit vulgairement, euh, trivialement. Ouais. Oui. Oui, Faut qui parle, résister. Il faut résister, mais comment? qui parle, qui parle. Martine Moreau. Je dis qu'il faut résister, mais Ah, comment? Madame Martine Moreau, très bien. Comme il n'y a pas d'image, hein, oui. Ben Bon, oui, parce que pour la résister, caméra comment? marche pas. Pour résister, mais comment? Ben, ça sera peut-être l'occasion des 2 dernières séances, hein. Ah, Mais on peut en parler ce soir. Comment voulez-vous résister? Comment voulez-vous? Je parle de la société ce soir. Je ne parle plus de l'individu, hein. Je parle des individus dans la société. C'est la société du monde du travail, par exemple. La guerre, on voit ça tous les jours maintenant envahir nos écrans. Ça ne fait mm, que commencer. Le monde du travail, je vous ai décrit un peu comment il faut faire pour être employé par votre employeur. Il faut vraiment le séduire, il faut lui plaire, il faut le faire jouir. Il faut donc lui ressembler. Il ne faut pas être original, il ne faut pas être intelligent, il ne faut pas être compétent, il faut lui ressembler. Il y avait une publicité comme ça, si vous l'avez vu. Vous vous souvenez, il n'y a pas 2, 3 ans, à la télévision? Le type, il se rasait la moustache, ou il se mettait de la barbe, il s'enlevait les cheveux. Il avait vu quel était son employeur, qu'il recrutait. Il avait un deuxième entretien le lendemain. Il s'est transformé,
et son employeur, et lui, c'était le même personnage. Et l'employeur a dit, mais vous, c'est parfait, je vous emploie, je vous embauche puisque vous me ressemblez tellement. Vous voyez, il ne faut pas être différent, il faut vous ressembler à celui que vous voulez séduire. En mm, politique, c'est pareil. Il n'y a pas que physiquement, il n'y a pas que l'image. En politique, c'est pareil. Tenez le discours qu'il faut, c'est tout l'art de la politique. mm, Voilà, c'est ça le thème de ce soir. Là, comment appeler ça les non-dupes? C'est pour ça que ce mot revient, les non-dupes. C'était il équivoquait sur son séminaire qui n'a pas eu lieu. Il y a eu une séance en 63 quand il était exclu de l'international. Il fait une séance, il fait une séance à Sainte-Anne et puis il arrête son séminaire. Ça s'appelait Le nom du Père. Hein. Ensuite, il y a eu des séances de séminaire appelées Les noms du Père au pluriel et il a équivoqué sur les non-dupes, qu'on peut écrire non-dupes, ceux qui ne sont pas dupes, R. Ils ne sont pas dupes de quoi? Ceux qui ne sont pas dupes de leur inconscient, c'est-à-dire de leur désir. Ceux qui n'ont pas pour boussole de se laisser mener par le bout du nez par leur désir, à le reconnaître d'abord et à le choisir. Ceux qui sont non dupes, c'est ceux qui reposent sur le moi, qui réfléchit, qui décide qu'il faut être comme l'employeur. Il faut demain se raser la tête, il faut faire pousser la barbe, il faut mettre des lunettes, il faut les enlever pour pouvoir séduire. Ça, c'est le moi qui agit comme ça. S'adapter au monde, il s'adapte au monde, il s'adapte à la morale. Le désir, c'est tout à fait autre chose. Et Lacan appelait ceux qui ne choisissaient pas le désir des non-dupes. Ils ne sont pas dupes, ils ont toujours réponse à tout. Ils ont décidé, avec leur petit moi, à décider. Ben, les non-dupes, ils sont là. Ils sont là. Ils sont entrés dans Paris. Ça sera le titre de la prochaine fois. Les non-dupes sont entrés dans Paris. Sur le modèle de la chanson de Reggiani, Les loups sont entrés dans Paris. mm. C'est ça la leçon de la psychanalyse, c'est de rester non-dupe, c'est de ne pas rester, c'est de choisir d'être dupe de son inconscient, tout en le repérant, tout en analysant. Où mon désir me porte. Ah, mon désir me porte là, bon, c'est pas bien, j'arrête. Ça, c'est la névrose. Mon désir me porte là, ben, est-ce que c'est possible? Comment c'est aménageable? Mais c'est ma boussole, je ne quitterai pas ce désir, il faut que j'aménage les choses, sinon ça ne va pas aller. Si mon surmoi me dit d'y renoncer, ça va être infernal. Ça va revenir autrement, parce que le désir ne renonce jamais. C'est le sujet qui renonce, c'est le sujet, c'est le moi du sujet, c'est la personne qui renonce, pour des raisons religieuses, des raisons philosophiques, des raisons de morale, comme familiale. Le sujet renonce, voilà. Il renonce parce qu'il obéit par son surmoi qui vient de ses parents, et il obéit à ce que ses parents auraient décidé pour eux ou pour lui. Mm. Il est dans Oui. la suite. Il est dans la suite. Voilà. Ma mère m'a interdit ceci, m'a interdit cela. C'est elle qui portait la culotte. C'était elle mon père en quelque sorte. Ma mère, c'est elle qui faisait la loi. J'ai combattu contre ma mère. J'ai pesté contre ma mère. Je n'en voulais plus. J'ai foutu le camp. Mais inconsciemment, je ne me rends pas compte que je suis en train d'être comme elle, de lui obéir et de répondre exactement comme elle. Pas par mon désir, par ce qu'il faut répondre. Mm. Non, ma mère a dit non au désir, elle en a bavé toute sa vie, eh bien moi je recommence, parce que je le vaux bien. Parce que c'est... Pardon? Voilà, c'est tout l'enjeu qu'il y a entre le moi et surtout le surmoi, héritier du complexe d'Oedipe, héritier de la loi du père, la loi du père interdicteur, mais des fois ça peut être la mère qui porte la culotte, hein, c'est sa mère qui est le père interdicteur. Quand le père l'incurie du père fait que quelqu'un porte un phallus quelque part, et c'est la mère, souvent, voilà, ou le grand frère, par délégation de la mère. Et puis après, eh bien après, le sujet, quand il rencontre son désir,
d'un seul coup, il le fuit. Il le fuit, il y renonce. Alors, il y a tout un tas d'explications au sujet, hein, sur le divan, pour dire qu'il y renonce. Il y renonce parce qu'il fait froid, il y renonce parce qu'il fait chaud, il renonce parce que le climat est perturbé, il renonce parce qu'il n'a pas de travail, il renonce parce qu'il est au chômage, il renonce parce qu'il est trop vieux, il renonce parce qu'il est trop jeune, il renonce parce que c'est pas bien, ça se fait pas, il renonce parce que va dire. Voilà, il y renonce, il y a toujours une bonne raison. Vous savez que le moi donne des raisons qui sont ce qu'elles sont, qui sont souvent de fausses raisons, mais le sujet, on ne peut pas l'accuser, il y croit. Il y croit, parce qu'il ne peut pas faire le saut. Il ne peut pas faire le saut. C'est plus embêtant quand ce sont des sujets en analyse, parce que quand ils sont névrosés dans la société, ça continue toute la vie. Mais dans l'analyse, quand ils rencontrent ça et qu'ils s'enfuient, c'est très pénible. C'est très pénible de voir qu'ils l'ont touché, ils l'ont vu, quel était leur désir, quels étaient leurs amours, leurs désirs, et ils s'enfuient. Ils s'enfuient. Mais si c'est ça mon désir, je ne peux pas y céder. Parce que sinon, je vais céder à tous mes désirs. Ça va être le bordel, oui, ça va être le bordel. Mais non, c'est pas le bordel. C'est pas le bordel. Le sujet confond ça euh, avec le lupanar, quoi. Il confond ça, justement, il confond ça avec la jouissance à tout craint, que lui propose la société d'ailleurs, hein. Il confond ça avec la jouissance sans limite. Le désir, c'est pas la jouissance sans limite. C'est au contraire une jouissance très limitée. D'abord limitée souvent par l'amour, et des fois limitée par d'autres choses que l'amour, mais c'est pas une jouissance. Le sujet dit, mais si j'ouvre les vannes, mais alors je vais désirer tout le monde. Ben, on peut répondre, ben, allez-y, essayez, essayez. Vous serez épuisé avant. Voilà ce dont je voulais vous parler ce soir. Je ne sais pas si vous comprenez où on va. On va vers une remise en question très sérieuse qui pourrait être sociologique aussi, hein. Sociologique appuyée sur la psychanalyse. C'est ça que voulait Freud, hein. Pas de différence entre la psychologie individuelle et la psychologie collective. Pas de différence. C'est la même. C'est justement les non-dupes qui proposent une jouissance sans limite. Mais pour proposer une jouissance sans limite, les non-dupes doivent faire la peau, tuer le désir, et donc tuer le sujet, et donc tuer l'inconscient. C'est pour ça qu'on les embête. La psychanalyse, c'est certainement le combat qui va arriver, qui embête toutes ces personnes. C'est le truc qui dérange. Alors on dit que ça n'existe pas, ça ne se voit pas sous le microscope, que c'est un mensonge, que c'est pas vrai, que Freud, etc., etc., etc. Tout ça pour faire mourir cette histoire d'inconscient. Parce que qui dit inconscient, dit sujet de l'inconscient, dit sujet du désir. Non, ce que veulent les non-dupes, c'est retour au moi. Mais un moi qu'on va faire taire, non pas comme avant avec la religion et les religions, en bridant le moi, en l'enfermant, en l'encadrant, en le mettant en prison, mais en disant au moi, mais viens avec nous parce que tu vas jouir tout le temps, sans arrêt. Et c'est une jouissance sans désir. C'est ça dont je parlais de la personne qui dit, mais si je désire tout, tout le temps. Non, pas du tout. C'est l'autre côté. C'est ceux qui proposent la jouissance, qui proposent cette espèce d'enfer du sexe. C'est le monde de la pornographie, mais qui n'est plus graphique. Il n'y a plus d'écriture. C'est montré. Les non-dupes nous montrent, il faut saliver sur un monde où il n'y aura plus que de la jouissance, à condition d'obéir à la société mercantile, hein, à condition de consommer des objets qui sont sur le rayon de la société mercantile, libérale. Et comme ces objets sont parfaitement insatisfaisants, il faut donc tourner très vite et changer d'objet.
changez votre téléphone portable, changez votre voiture, changez votre moulin à café, changez votre lit, changez tout. Changez, il faut que ça change tout le temps parce qu'il faut payer, il faut que ça tourne, la machine tourne. Voilà. Alors que le désir, quand il a élu un objet, il n'est pas tous les objets du monde. Il a élu cet objet et il s'y fixe, justement. Et des fois, ça s'appelle l'amour, mais il s'y fixe. Cet objet, comme Lacan l'a appelé, il est cause de désir. À chaque fois qu'il le rencontre, à chaque fois qu'il y pense, à chaque fois qu'il le voit, ça cause son désir. C'est-à-dire, ça travaille sur son manque, ça interroge son manque, ça interroge son manque, et cet objet, c'est un objet qui est un semblant, mais qui est supposé arriver à combler ce manque. C'est pas vrai, il n'y arrive pas. Mais voilà, c'est ça le désir, ça élu. C'est une élection d'un objet, et pas du monde entier. Mais si je désire sexuellement, alors, je vais coucher avec tous les hommes, tous les femmes, mais non, vous comprenez rien. C'est votre moi qui vous fait rêver de ça. Et c'est la société qui vous fait rêver de la consommation de tous les objets. C'est d'où maintenant donc les addictions, accro au porno, accro au porno, parce que le porno c'est circuit court, le porno, faut le dire franchement, ça sert à quoi? Ça sert à se masturber. Alors c'est le circuit court de la masturbation, ça ne passe même plus par l'autre. La satisfaction, la jouissance ne passe même plus par le corps de l'autre. J'ai pu entendre des personnes qui disaient sur le divan, ah ben c'est quand même mieux comme ça. Au fond, il n'y a pas à m'emmerder avec l'autre. Parce qu'avec l'autre, on peut tomber amoureux. Avec l'autre, on l'aime pas. Ça change. Ça crée des problèmes. On se dispute. J'ai envie de faire l'amour, il n'a pas envie. Et quand il a envie, j'ai pas envie. Bref, le monde est mal foutu. C'est le monde humain, il est mal foutu. Alors bon, ben, je me masturbe, comme ça va, voilà. Je jouis. Et puis je peux jouir 10 minutes après, 1 heure après. Voilà. Je ne m'emmerde pas avec l'autre. Alors que la psychanalyse a montré jusqu'à Lacan que le sujet, nous comme sujet, on se construit sur l'image de l'autre. On ne se construit pas tout seul, on se construit sur l'image. C'est le stade du miroir, par exemple, chez Lacan, 36. On se construit sur l'image de l'autre. Il faut l'autre. On n'est jamais tout seul. C'est pour ça que la psychologie individuelle est aussi la psychologie collective. Il faut l'autre. Si vous enlevez l'autre, vous tombez dans ce monde dont on est en train de parler, ce monde de l'objet qu'on vous procure et qui est supposé vous donner la jouissance sans fin. C'est pas vrai, puisqu'il faut des objets, des objets, des objets, des objets. C'est de ça dont on parle, c'est de ça que j'essaie de vous parler. Euh, je peux intervenir une seconde? Bien sûr, je me tais. Ouais, Oui, on prend 5-10 minutes et puis voilà. oui, merci. Hmm, Est-ce que c'est pas une des raisons pour lesquelles il y aurait peut-être plus de perversion aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales, bien sûr, bien sûr. de mères seules qui élèvent leurs enfants? J'y pense parce que en raison des violences qui, vous avez commencé d'ailleurs votre séminaire ce soir en parlant des violences qui explosent un peu partout. Oui, Et, et effectivement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de mères qui témoignent en disant qu'elles ne savent plus quoi faire aussi, mais parce qu'il n'y a pas d'autres référents. oui. Il n'y a pas un tiers séparateur. Parce que peut-être aussi que pour que le désir fonctionne, on a peut-être besoin que la séparation ait lieu Ah, bah, oui, bien sûr. Il y a besoin avec, qu'un manque avec soit comment? créé. Il y a besoin qu'un manque, que la castration soit Oui, créée. Il y a un oui, manque. oui. Et comme on est une société d'objets de consommation, c'est vrai que on a l'impression que ça tourne en boucle, quoi. Oui, par Il y a, l'image. il y a plus, il y a plus d'ouverture vers le tiers, D'où l'importance, aujourd'hui, il faut le dire entre nous, mais il faudra le dire, l'importance extrême de la psychanalyse. C'est pas un petit truc, une psychothérapie qu'on va abandonner pour des psychothérapies scientifiquement contrôlées. C'est pas du tout ça. C'est un enjeu oui, formidable qu'il y a avec la psychanalyse. Lacan disait, l'inconscience et la politique. Ben oui, oui, oui. la Mm. psychanalyse, là, on est dans un enjeu politique. Mm. Ouais, ouais, je suis bien d'accord.
Voyez l'objet, le mm, chat, c'est un objet unique. Et regarder sa maîtresse, c'est un objet unique aussi. Il est dans le désir, ce chat. mm, Bien sûr, de l'âge de 7 ans, j'entends en ce moment les élèves se mettent à poil, se harcèlent, des attouchements mm, entre gosses de 7 ans à l'école, jusqu'à la guerre, là, mais ça va être l'Iran maintenant et Israël. mm, De mm, là, de là à mm. là, c'est ça. C'est une Oui, décharge mais de violence. ouais, ouais. Pareil, moi, je me souviens quand on a autorisé les portables à l'école, chez les enfants, je me suis dit que c'était vraiment une mauvaise idée, quoi. Ah oui, l'image, c'est Parce que, fantastique. il y a même plus besoin de passer par un référent à l'école pour, euh, pour communiquer avec l'extérieur, quoi. Il y a même plus de séparation entre le monde extérieur et l'école. Mm. Non, mais c'est la situation. Je ne veux pas être alarmiste comme ça, mais la situation, elle est grave. Et la psychanalyse a un rôle énorme à jouer. C'est pour ça qu'on n'en veut plus. Parce que ceux qui n'en veulent plus, il faut Mm. se Mm. dire, ils savent très bien de quoi il s'agit. Et l'enjeu est quand même de rester humain et de ne pas devenir une machine à jouir par l'image, de l'image. L'exemple de la sexualité qui se réduit à la masturbation. Mm. Mais le moi, il est tranquille, il n'a pas à Mm. s'affronter à l'autre. Ça s'appelle la névrose. Le névrosé, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'affronter à l'autre, qui fuit le regard, qui fuit la parole, qui fuit la présence. Et bien voilà, on est arrivé à nouveau à faire plaisir au névrosé. Il peut jouir sexuellement avec l'image sur son portable, sur son téléphone, sur son iPhone, bien sûr. Il suffit de cliquer sur, je sais pas quoi, le premier truc qui vient maintenant, voilà, c'est le sexuel. Mm. Enfin, le sexuel, la jouissance. Alors, il y a quelque chose de nouveau arrivé dans la psychanalyse lacanienne, très intéressant, quand on écoute des gens comme, comment il s'appelle, je ne sais plus, là, des analystes aujourd'hui qui disent, on a cru que le phallus, c'était un signifiant. Bon. Et il ne faut pas le prendre comme un signifiant, c'est un signifié. Le signifiant du sexuel, c'est la jouissance sexuelle. C'est la jouissance qui est signifiant. Et le signifié, c'est le phallus. Mais il faudrait qu'on développe ça plus tard. Donc, si le phallus n'est pas un signifiant, mais un signifié, ça change effectivement beaucoup de choses. C'est la jouissance qui est signifiant. Alors, la jouissance, jouissait sans entrave. Bon, il y avait déjà eu ça, il y avait eu tout ça, mais c'était cantonné, il était en tôle, c'était cantonné à certaines. Bon, mais maintenant, c'est ce que j'appelle une théorie de la perversion généralisée. C'est ce qui arrive par tous les canaux, par les chaînes en continu, par les télé, par les machins, par Netflix, par tous ces. Tout, jouissez. Jouissez, mais attention, ce qui n'est pas dit, c'est ne désirez plus. Ne désirez plus. Vous parliez de politique sur un autre champ, le jouissez sans entrave. Moi, ça m'évoque, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, Ça vous évoque? euh, J'ai pas bien dans un compris. domaine tout à fait abominable, mais le génocide du Rwanda. Oui, bien Génocide sûr. au Rwanda. Oui. Et où les radios encourageaient, avec les machettes, à tuer tout ce qui se présentait Et vous et voyez qui n'était pas étiqueté Hutu. le penseur à l'origine de cette idéologie, Comment? c'est une femme. C'était une femme. C'est une femme d'ailleurs, parce qu'elle vit encore à Paris, protégée par l'État français. C'est une femme qui a fait Oui, l'idéologie, oui, oui. Mhm, qui a mhm, monté tout. Oui. mhm. Et Alors, il n'y a c'était vraiment de la jouissance. Et c'était, ouais. allez-y. Et c'est vraiment la jouissance illimitée du meurtre. Oui, euh, c'est effrayant. vous avez cru qu'avec les nazis, on avait été au bout? Pas du tout. Ouais, Pas du tout. ouais.
Mais ce que la société ne se rend pas compte, c'est qu'elle entretient ça, qu'elle développe ça en ce mm, moment. mhm, Et tout ça, c'est une question de renoncer au désir. Vous savez, quand mm, on a changé de monde, le monde freudien, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, le monde freudien, c'était le refoulement des pulsions sexuelles, bon, mais maintenant, c'est plus ça. Allez-y, masturbez-vous du matin au soir. À chaque fois, on va vous faire un film porno qui va vraiment vous envoyer au plafond. Mais vous apercevez pas qu'à ce mm, moment-là, c'est complètement solipsiste. C'est complètement de vous à vous. Il n'y a plus de rapport à l'autre. Pourquoi? Et tous ces gadgets qui se vendent de sexe masculin et de sexe féminin d'ailleurs, en plastique, pour se faire jouir, plus besoin de femmes. Les robots sexuels qui sont en train d'exploser, vous allez entendre parler de ça, au Japon et partout. Et puis il y a des hommes qui sont interviewés et disent ah ben, c'est quand même mieux comme ça parce qu'elle elle ne dit pas non. mm, On y va tout droit. Et tout ça, ça repose sur le fait de la question de la psychanalyse, de la question de l'inconscient, de la question du désir inconscient, découverte de Freud. Ça repose là-dessus. C'est pour ça qu'on n'en veut plus de la psychanalyse. On veut jouir en rond. Ce perturbateur qu'est la psychanalyse qui vous interroge, pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous avez fait ça? Et donc certains sujets s'enfuient de ce qu'ils rencontrent en retournant à quoi? Ben, en retournant au moi, bien sûr. Soit pour jouir sans entrave, comme on le représente, soit pour revenir à la morale des familles, la morale religieuse, la morale de l'interdiction, la morale du renoncement à ce qu'on appelle depuis des années le désir en psychanalyse. Le désir, c'est pas la fornication. Le désir, c'est qu'il manque quelque chose qui met le sujet en route, qui devient sujet, parce qu'il est à la recherche de son objet qui cause son désir. Même si la psychanalyse lui apprend qu'il ne le rencontrera jamais, parce que l'objet après lequel il court, il est perdu depuis le début. Mais c'est pourtant ça qui le fait sujet, qui le fait désirer et aimer. Et s'il renonce à ça, il ne peut plus désirer, plus aimer. Il peut que jouir de ce qu'on lui présente. C'est donc plus à ce moment-là une jouissance chevillée à la question du désir. C'est plus comme une récompense du désir et de l'amour. Ça marche plus ensemble. Amour, désir, jouissance ne marchent plus ensemble. Ils sont déconnectés et c'est la jouissance. Même plus besoin d'aimer, même plus besoin de désirer. Jouir, il suffit de payer. Voilà. Vous payez une escort girl, vous payez un machin en plastique qui ressemble à un sexe féminin et vous jouissez. Voilà, c'est la jouissance. Jouissance, on viendra la fois d'après, la jouissance sans désir. Désarticuler jouissance et désir, mais qui dit désir dit aussi amour. Voilà. La jouissance n'a plus besoin de l'amour et du désir, les deux. Réfléchissez bien, la jouissance n'a plus besoin du désir, surtout pas, parce que c'est la castration, mais aussi de l'amour. Pourquoi aimer? Puisque je peux me satisfaire d'un truc en plastique ou du nuage. Pourquoi? mm, mm, Pourquoi ne pas passer par le circuit court, quitte à devenir dingue? Parce que la dépendance aux pornographies, qui sont les jeunes garçons, les jeunes hommes, c'est une addiction. Ils vont consulter parce qu'ils ne peuvent plus mm, s'en passer. Hein? 15 mm, fois, 20 fois, 30 fois par jour, ils se masturbent et physiquement, ils commencent vraiment à dépérir. Ça, c'est médical. mm, Ils ne peuvent plus s'arrêter. Donc, l'idéal, c'est la jouissance en continu. mm, Le monde du désir, c'est le contraire, c'est la castration. C'est pas tout le temps. L'autre, il veut pas. Vous voulez, mais bah, ça se rencontre pas. Il faut que les fantasmes se rencontrent. C'est pas tout le temps. Puis il y a la fatigue, puis il y a ci, puis il y a ça. Bref, c'est un monde mal foutu. Mais c'est le monde du désir.
Et de temps en temps, ça match. De temps en temps. Puis pas la minute Mhm. d'après. Voilà. C'est ça le monde humain. Mais si on n'en veut plus, on va vers ce monde qui jouit tout le temps. Enfin, qui prétend jouir tout le temps. Si vous n'avez plus rien dans votre porte-monnaie, vous ne jouerez pas beaucoup. Il est donc tout à fait en cheville avec le monde libéral d'aujourd'hui, hein, américanisé pour parler simple. Il est tout à fait en contact, en articulation avec le monde économique et libéral. Un monde économique et libéral qui est aussi parfaitement francisé aujourd'hui, hein. C'est parfaitement. Vous avez dit, Francisé, qui est français aussi. ah bah oui, le français, bah oui, parce que le modèle, on critique toujours les Américains. Moi, ça fait 50 ans Ouais. qu'on critique les Américains, mais c'est quand même le modèle, y compris dans les banlieues, c'est le Mhm. modèle. Mhm. Mhm. Si vous n'avez pas des Mhm. nights, si vous n'avez pas ci, pas ça, oui, critique. On critique, mais Mhm. c'est quand même ce qui fait gerber, quoi. Mhm. Mhm. Et j'essaie de faire apparaître avec vous, on fera la prochaine fois, on va s'arrêter, que c'est vraiment une question grave. Oui, mais du coup, c'est une chance de connaître la psychanalyse. Oui, et c'est une chance aussi pour nous d'arriver, chacun comme il peut, à la défendre, qu'elle ne meure pas. Elle est peut-être d'autant plus politique aujourd'hui que par rapport à il y a un siècle. Exactement. C'est un enjeu politique, c'est pas un enjeu psychothérapeutique, c'est un enjeu politique. C'est, oui, c'est vraiment une résistante. Si vous amenez un sujet à choisir son désir, eh bien, ce sujet, il est sauvé de ce monde. Mhm. Même si ce désir, c'est pas la panacée, si ce désir, c'est pas la joie tout le temps, mais il est sauvé. Mhm. Il existe comme sujet. Il peut se déterminer, il peut décider, il peut savoir ce qu'il désire ou surtout ce qu'il ne désire pas. Mais si vous ratez l'analyse, ben c'est fini. Ça va faire un moi qui va jouir à outrance ou qui va se replier sur lui-même parce que cette jouissance, c'est pas bien, etc. Mhm. Quand quelqu'un vient à votre cabinet et qui vous révèle au bout de 3 ans que cette personne désire son voisin, vous n'allez pas lui dire allez-y, vous n'allez pas le retenir non plus. Vous allez prendre en considération est arrivé à dire qu'il désire son voisin, c'est-à-dire Mhm. qu'il sort de se mentir à lui-même. Mhm. Mais quand un sujet renonce à son désir et qu'il l'a rencontré, c'est ça qui est grave, il se ment à lui-même. Voilà. Et ça, c'est grave, de se mentir à soi-même. C'est plus grave que de mentir aux autres, parce qu'on se ment tout le temps entre les autres. Mais se mentir à Mhm. soi-même, c'est renoncer à ce que l'on a rencontré. Ça, c'est très grave. Mhm. Un sujet qui se fait submerger par son surmoi, c'est très grave. Mhm. C'est la négation même de toute une analyse, de la psychanalyse en elle-même, puisque la psychanalyse, elle a mis un siècle pour en arriver là. D'abord Freud, mais Freud, il n'est pas beaucoup sorti des idéaux de la société, hein, pour les femmes et tout ça. Il a inventé la psychanalyse, mais il y a quand même une critique qu'on peut faire de Freud aujourd'hui. Il n'est pas sorti du truc paternaliste, il n'est pas sorti du patriarcat. Avec Lacan, c'est tout à fait différent quand on commence à le relire maintenant, et il y a une chance d'en sortir par la question du désir tel que Lacan l'a abordé. Bien sûr, des fois, ça écorne la morale. Mhm. Et soit on veut du sujet qui s'autodétermine, qui décide pour lui-même, plutôt qu'il décide pour lui-même, soit on renonce au sujet. Alors à ce moment-là, c'est pas la peine d'avoir engagé une analyse, il faut rester névrosé. Le névrosé, l'obsessionnel, avec son surmoi cruel, il arrive à aménager son surmoi cruel, et puis voilà. Il n'arrête pas d'attendre la mort de l'analyse, d'attendre la mort du maître, mais il ne bouge pas. C'est un mort vivant, il ne bouge pas, il a un surmoi extraordinaire, très cruel, mais voilà, il ne veut pas sortir de là.
La psychanalyse, elle propose autre chose, Mhm. de sortir par l'eau, par le désir. Mais ceux qui renoncent à ça, bon, c'est leur droit, bien sûr, mais c'est triste. C'est triste. Il valait mieux pas entrer en analyse. C'est vraiment politique. C'est vraiment politique. Effectivement, et ceux qui viennent de pays dont le régime politique est autoritaire ou fascisant, euh, ou les pays du Maghreb, ou les pays musulmans, c'est pas facile des fois, parce qu'il y a un retour, il y a un retour de la morale, il y a un retour de la tradition familiale, il y a un retour d'avoir cédé sur son désir, il y a un retour d'obéir aux prescriptions du maître ou du père, et c'est très costaud, c'est très très costaud. Et surtout, c'est que le sujet s'en aperçoit pas. Alors on est là pour lui faire savoir. S'il veut pas, Mhm. on est là pour vous dire non, non, vous vous trompez. Vous croyez avoir compris, mais vous vous trompez. Vous prenez une mauvaise voie, une fausse voie. Vous prenez la voie de la facilité. La voie de la morale, c'est la voie de la facilité. Il suffit d'obéir. Voilà. Vous étiez désobéissant. Là maintenant, vous voulez obéir à nouveau. Pourquoi vous voulez obéir? Mhm. Parce que ça vous fout la paix. Voilà. Vous pouvez dormir, 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 dormir. Non plus rêver. Justement, dans les dictatures, Oui. je pense, puisque vous parlez de régime autoritaire ou totalitaire, là, je suppose que la psychanalyse est vécue dans les coulisses, en sourdine. C'est interdit, bien sûr. C'est interdit. Je pense à la Chine, notamment, ou peut-être en, en Iran, ou des pays comme ça, Oui, en ou Iran, l'Égypte Russie, oui, 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 oui. aussi. Même. Mm. Ça s'appelle la psychologie, oui. Le mot n'est même Mm. pas prononcé. Mhm. Question, surtout en Chine, il y a une tradition française de ceux qui ont été en Chine, oui. Mais je crois que le pouvoir fait ce qu'il faut pour que ça n'ait pas d'effet. Mhm. Mhm. Bon, je crois qu'il faut qu'on s'arrête parce qu'il est 10 h, 22 h. Il n'y a pas de questions urgentes. On reprend ça la prochaine fois, je sais plus quand, madame, en mai. C'est quand en mai? Bon, je vais aller voir moi-même alors. Vous m'entendez pas, madame Nénouache? Alors moi, je vous entends. Le Et 16 mai. c'est le 16, oui. C'est ce que j'ai noté aussi. Le D'accord. 16 mai, on est d'accord? Jeudi 16 mai, Oui, nous sommes d'accord, je séminaire 8. voilà. Jouissance versus désir, deuxième partie du volet à 3. C'est bon? C'est bon, merci.